Thank you very much, Foreign Minister Motegi, for hosting us here, particularly in the circumstances of COVID-19. And thank you also to our friends, Minister Jaishankar and Secretary Pompeo, for travelling for what will be, I am sure, a very productive meeting. Le 6 octobre dernier, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a rencontré ses homologues indiens, japonais et australiens, Subrahmanyam Jaishankar, Toshimitsu Motegi et Maurice Payne, lors d'une réunion à Tokyo, afin d'échanger sur la menace que représente la Chine pour ces 4 pays. Le simple fait qu'un sommet soit organisé en présentiel, à l'heure où la grande majorité des réunions sont remplacées par des visioconférences, témoigne de l'importance cruciale de cette rencontre. En effet, pour les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, cette réunion était l'occasion de s'entretenir sur leur stratégie commune dans l'espace Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique est un espace géopolitique comprenant les zones tropicales et subtropicales de l'océan Indien et la partie occidentale de l'océan Pacifique. Si l'océan Atlantique a longtemps constitué le centre de gravité du commerce mondial, c'est aujourd'hui sans conteste le Pacifique qui occupe ce rôle. En 2011, Barack Obama, alors président des États-Unis, a ainsi annoncé à Canberra son projet de pivot asiatique, à savoir une volonté de donner la priorité militaire à cette région. Afin de mettre en place une stratégie commune dans cet espace, les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie ont entamé en 2007 des discussions stratégiques dans le cadre du dialogue quadrilatéral pour la sécurité, Quadrilateral Security Dialogue, abrégé Quad, et dont le leitmotiv est la défense d'un Indo-Pacifique libre. Si les discussions ont dû être interrompues en 2008 suite au retrait de l'Australie sous pression de la Chine, elles ont pu reprendre 10 ans plus tard et sont aujourd'hui l'occasion de sommets réguliers. Dans cette région du monde, il y a une puissance dont la croissance au cours des 20 dernières années inquiète de plus en plus, la Chine. Concernant le Japon, ses relations conflictuelles avec la Chine ne sont pas chose nouvelle. La Chine mongole a tenté d'envahir le Japon dès le XIIIe siècle. Et si au cours de leur histoire commune, les deux pays ont eu de nombreux accrocs, les plus importants restent sans conteste les guerres sino-japonaises de 1894 à 1895 et de 1937 à 1945. Aujourd'hui, le Japon voit les volontés hégémoniques chinoises sur les mers de Chine comme un danger majeur. La Chine revendique en effet la souveraineté sur une majeure partie de cette zone, y compris des îles sous administration japonaise, les îles Senkaku-Diaoyu, dont les eaux territoriales sont souvent le théâtre d'opposition entre les flottes chinoises et nippones. Pour la Chine, la suprématie sur cette zone est stratégique. En effet, cet espace représente le cœur de la croissance mondiale depuis maintenant 50 ans, mais c'est également une des principales routes maritimes qui permet le transit d'un tiers du commerce mondial. En cela, le contrôle de ces eaux, et donc des couloirs de navigation, serait une aubaine pour le développement du volet maritime des nouvelles routes de la soie. Afin de mener à bien son projet expansionniste, la Chine investit massivement dans son armement naval. Le budget militaire du pays a été multiplié par 10 au cours des 2 dernières décennies. Elle serait ainsi sur le point de mettre à l'eau son 3e porte-avions, alors qu'elle n'en possédait aucun il y a 10 ans. Cette intensification de l'armement chinois a entraîné une course à l'armement dans la région qui devient hyper militarisée. Le Japon n'est pas le seul pays à voir d'un très mauvais œil l'avancée chinoise en mer de Chine et dans le Pacifique. Depuis 1945 et l'effondrement de l'Empire japonais, les États-Unis assuraient le rôle de gendarme du Pacifique. Ils craignent aujourd'hui que la Chine leur fasse de l'ombre. Dans le cadre de la guerre commerciale que se livrent les deux pays, la maîtrise de l'Indo-Pacifique revêt de surcroît un caractère symbolique majeur. La stratégie américaine dans le Pacifique repose sur 2 ceintures de bases militaires censées contenir une avancée chinoise. La première ceinture relie le Japon à l'Asie centrale en passant par Singapour, tandis que la seconde part de la base de la 7e flotte à Yokosuka et s'étend jusqu'au nord de l'Australie. En réponse à cela, la volonté de la Chine est de repousser l'influence américaine à la seconde ceinture afin d'avoir un contrôle total sur les mers de Chine. La Chine est également vue comme une menace croissante pour la sécurité australienne. Si économiquement les deux pays sont très proches, la Chine étant le premier partenaire commercial de l'Australie, cette dernière reste une alliée militaire des États-Unis. Les deux pays sont notamment membres avec la Nouvelle-Zélande de l'Australian-New Zealand-United States Security Treaty, l'ANZUS, depuis 1951. L'Australie et la Chine entrent véritablement en opposition, dans la mesure où la Chine tente de développer son influence sur les États insulaires océaniens que l'Australie considère comme son arrière-cour. La Chine a en effet recours à des aides financières et des accords de défense avec certaines îles océaniennes dans l'optique de mettre la main sur les richesses maritimes de leur zone économique exclusive.
Afin de calmer les appétits chinois dans la région, l'Australie a ouvert une base militaire commune avec les États-Unis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin, le dernier pays membre du Quad, l'Inde, a également une longue histoire conflictuelle avec la Chine. Les deux pays ont eu de nombreux accrochages frontaliers. Le plus important restant la guerre sino-indienne de 1962, qui a vu s'affronter les deux armées dans la région montagneuse du Ladakh, et s'est soldée par une annexion de la région par la Chine. Si le contentieux frontalier au Ladakh est toujours d'actualité, l'Inde est également préoccupée par la stratégie chinoise, dite du collier de perles. Les Chinois la représentent comme une volonté de sécuriser leur voie d'approvisionnement depuis le Moyen-Orient par l'installation de bases militaires le long des voies fluviales. Mais pour l'Inde, cet expansionnisme chinois est une menace pour sa sécurité. Elle voit la stratégie du collier de perles comme une manœuvre d'encerclement de son territoire avec des enclaves militaires chinoises au Pakistan, au Sri Lanka, au Bangladesh ou encore en Birmanie. Suite à la rencontre évoquée en introduction, les 4 pays membres du Quad ont effectué courant novembre 2020 des exercices militaires conjoints dans le cadre de l'opération Malabar. Ce sont les premières manœuvres tactiques communes depuis la reprise des travaux du groupe. En effet, de tels entraînements avaient déjà eu lieu entre les États-Unis, l'Inde et le Japon, mais jamais avec l'Australie. Ces entraînements sont également inédits par leur ampleur. L'opération se déroule en 2 phases, l'une dans le golfe du Bengale, l'autre au large de Goa à l'ouest de l'Inde, et implique un nombre important de vaisseaux des différents pays, dont le porte-avions indien, fleuron de la flotte de New Delhi. Finalement, plus qu'une simple région, l'Indo-Pacifique peut être considéré comme une doctrine géopolitique défendue par le Japon et ses alliés afin de faire face à la doctrine chinoise des nouvelles routes de la soie. On doit la définition de l'Indo-Pacifique comme doctrine géopolitique à Shinzo Abe, qui, en 2007, lors d'un déplacement à New Delhi, conscient de l'interdépendance entre les océans Indien et Pacifique, a proposé de faire de l'Inde et du Japon les gardiens de la liberté de ces mers. Ainsi, le Parti communiste chinois n'hésite pas à comparer le Quad à un OTAN asiatique par le biais du Global Times, un journal très proche du régime de Pékin. Cette comparaison est fortement symbolique, car en effet, les similitudes sont nombreuses entre Quad et OTAN. Dans les 2 cas, les États-Unis forment une alliance militaire prônant un libéralisme autour d'un océan afin d'éviter l'hégémonie d'un pays d'idéologie communiste. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment de vous inscrire, ça nous permettra de gagner en visibilité. Enfin, toute l'équipe de J'aime ONU se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous donne rendez-vous en 2021 avec de nouvelles vidéos tous les vendredis. Bye!